Rambis. 1 second. Boston. That's to Michael. 2. Michael falls, fires. Yeah! Does it again. To the midcourt. Kobe. Bryant for the win. Bang! Iverson against Tyronn Lue. Baseline right. He backs up. He got it again. He's way too good. He stepped around Lue. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 11 du Hoopcast. Non, je plaisante. Hello! Bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 11 du Hoopcast, votre dose hebdomadaire de NBA. Alain Mattei au micro, toujours très heureux de vous retrouver comme tous les mercredis. À mes côtés, ils sont toujours là. Il est passé à ma gauche maintenant. C'est Erwan Abotrette. Salut Erwan. Salut Alain. Et à ma droite, Thomas Dufan. Salut Thomas. Salut Alain. Pour le blog areyoukidingme.com. Bien sûr, à la technique, à côté de moi, c'est Camille Saraben. Salut Camille. Salut. Au programme cette semaine, de très grosses actus avec le coming out de Jason Collins, les Kings qui restent à Seattle. Ensuite, on va passer en revue toutes les séries de playoffs du premier tour. Côté débat, justement, on reste en lien avec les playoffs. On va se demander qui est le favori de l'Ouest après la blessure de Russell Westbrook. Et puis on terminera par les tops et les flops de chacun. Et la rafale d'actu, encore une fois, gros programme. Et on commence tout de suite. And now, on with the show. Je suis un pivot de NBA de 34 ans, je suis noir et je suis gay. Des mots qui ont lancé un raz-de-marée médiatique, messieurs. Jason Collins est le premier joueur NBA en activité à effectuer son coming out. C'est forcément la grosse actu de la semaine. Tout le monde en parle, même dans les médias non basket. Donc forcément, on doit en parler. Messieurs, c'est un événement qui fera date. Forcément. Je crois que Doc Rivers a dit une phrase très juste. Il y avait eu le premier noir en NBA. Et aujourd'hui, il y a le premier gay. Donc voilà, j'espère que les choses, en tout cas, rentreront petit à petit dans l'ordre. Moi, ça me choque pas plus que ça. Je vois pas ce que ça va changer à ses qualités de basketteur ou pas, d'ailleurs, parce que c'est pas non plus le meilleur des joueurs. Mais voilà, ça reste un acte courageux. Oui, c'est un role player encore. Bon, il a 33 ans, si je dis pas de bêtises, 34. Bon, il a encore quelques années devant lui, en théorie, pour sortir du banc, pour filer un coup de main. En moyenne, il doit être à 8 ou 9 minutes sur sa carrière. Il n'est pas épuisé, pas épuisé normalement. Thomas. Le symbole, c'est un très beau symbole. Courageux, non, quand même. Super courageux, ouais. On imagine maintenant, quand il va marcher dans la rue, on lui jette des œufs, le pauvre. Non, mais c'est vrai que pour certains, oui, il est en fin de carrière, c'est facile, etc. Mais il avait peut-être envie de coacher derrière, ou il avait peut-être envie de continuer quelques années. Espérons surtout que ça ne va pas que ça va pas l'empêcher d'avoir une fin de carrière honorable. En tout cas, les réactions autour de ça, et des joueurs, et pas des moindres. Kobe Bryant, Kevin Love aussi, donc entre autres. Chauncey Billups. Ouais, il y a eu... les gens ont été réceptifs, contrairement un petit peu au cas Ameachi, John Ameachi, où Tim Hardaway avait été plus que virulent à son égard. Voilà, bon, je crois que là, tout le monde a fait preuve, en tout cas les figures emblématiques actuelles de l'NBA ont fait preuve de compréhension, beaucoup de respect. Donc voilà, je crois que... Il y a peut-être une fierté aussi d'être en avance sur des ligues comme la NFL ou la MLB ou sur la Ligue 1 ou sur le foot. Mais c'est vrai, il y a peut-être une fierté aussi de se dire on est des précurseurs dans ce domaine-là. Et puis l'intérêt, donc la question de l'intérêt quand même qui s'est posée, puisque c'est vrai, ça fait partie de la sphère privée. Pour certaines personnes, ça n'avait pas à se savoir, ça change rien. On peut peut-être le souligner quand même. L'intérêt, c'est avant tout un intérêt d'exemplarité. La NBA, c'est quand même une ligue que regardent les jeunes. Et si ça peut leur donner un modèle où on accepte les homosexuels, ça peut aider aussi les jeunes homosexuels qui ont envie de jouer au basket, qui sont à la fac ou qui sont au lycée, à être mieux acceptés. Et c'est avant tout ça l'intérêt aussi, c'est un intérêt d'exemplarité, non ? Complètement, c'est le premier pas vers quelque chose qui normalement, et je l'espère, devrait devenir quelque chose de tout à fait normal, et que les joueurs dans peut-être 15 ans, 20 ans n'auront plus à dire s'ils sont hétéros ou homos, et on jouera juste au basket. Allez, on va passer à autre chose. On va passer à Seattle-Sacramento, le duel de la semaine écoulée. Les Kings restent à Sacramento. Alors, ce n'est pas encore officiel, mais c'est quand même bien parti. Le comité qui conseille les propriétaires a voté à l'unanimité de ces 12 voix contre le déménagement des Kings. La NBA restera à Sacramento. Il fallait un perdant, ça a été Seattle. Thomas. Annoncé ? Non, annoncé Seattle, il me semble, la semaine dernière. Tu voulais alors, Seattle. Non, j'avais dit que je voulais Seattle, mais à partir du moment où Stern était pour Sacramento, c'était cuit. C'était à peu près ça. Alors c'est vrai que je suis celui qui s'exprime le plus sur le sujet, j'avoue, ça me tenait un peu à cœur.
pour moi, il y a quand même, il y a même plus anguille sous roche, quoi. Il y a anaconda sous roche, ou je sais pas c'est quoi l'expression, mais Seattle a proposé plus d'argent. Ils avaient un plan réfléchi depuis 2 ans. Il y avait quand même la participation d'un des cofondateurs de Microsoft, donc ça fait quand même, c'est pas Donald Sterling, quoi. C'est quand même un proprio qui a du poids. Le deal télé était plus important. Il devenait, c'est-à-dire pas bénéficiaire, mais il reversait de l'argent aux équipes plus petites dans la répartition, alors que Sacramento reste bénéficiaire. Donc, tous les avantages étaient là. Il y avait même l'aspect fan. Ils avaient déjà mis en vente les billets et tout ça. Les Sonics. Alors, je suis très content pour les gens de Sacramento et les supporters, même en France, de Sacramento. Mais quand on apprend aujourd'hui que les Kings disent on espère proposer notre projet finalisé pour mi-mai, c'est quand même qu'il y a une blague quelque part. Enfin, alors que tout était ficelé à Seattle. Depuis un bon bout de temps. À Seattle, c'est ficelé. Ils ont rajouté un peu d'argent sur la fin pour dire bah voilà, hop, nous on a de l'argent, on est prêt, etc. Le chèque à Papy Stern. Voilà, il n'a pas suffi. Non, mais voilà, il voulait que ça se passe comme ça s'est passé comme ça. À partir du moment où il avait choisi, je crois qu'il y avait même plus de. David Stern qui arrêtera cet été, hein, donc voilà, il a montré que jusqu'au bout, c'est lui qui tient les ficelles. C'est ça, il a montré que la draft c'est lui, les trades c'est lui. Enfin, il a mis à peu près partout maintenant. Hein. De toute façon, on a bien compris. Non, mais voilà, bon. Et puis ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'au final, la NBA a utilisé Seattle pour ce qu'elle voulait, c'est-à-dire avoir une nouvelle salle à Sacramento, quoi. Voilà, c'est ça le principal. La principale information, au-delà du fait qu'il reste, c'est qu'il y aura une très belle nouvelle salle avec un public, on l'espère. Ouais, un public qui a manifesté son amour pour l'équipe malgré les résultats plus que moyens. Il faudra voir s'il le manifeste encore l'an prochain. Aux alentours du 50e match de la saison, quand ils en auront perdu 40. Ça aussi, c'est la prochaine étape maintenant à Sacramento, c'est de pouvoir construire une équipe un peu qui ressemble à quelque chose, avec de la cohérence surtout. Parce que là, depuis quand même 4-5 ans, voire peut-être un petit peu plus, on a l'impression que c'est une compilation de joueurs qu'il n'y en a aucun qui arrive à jouer avec les ensemble. Enfin, c'est un peu triste. Maintenant, c'est place aux sportifs pour les Kings. Ils vont avoir des nouveaux proprios du coup, donc faut espérer pour eux que les nouveaux proprios font le ménage. Je crois que le GM est en fin de contrat aussi, donc bon, ça va faire s'ils font table rase du passé un peu pourri là. Encore une fois, on est content pour eux. Bon, c'est juste que du côté de Seattle, ils doivent quand même avoir l'impression de s'être quand même relativement fait avoir et de s'être fait utiliser parce que voilà, ils voulaient qu'il y ait une salle, peu importe le plan. La NBA s'en fout d'où l'argent vient, tant que l'argent il vient. 258 millions d'argent public, alors que Seattle, il y avait moins d'argent public. En plus, les proprios en payaient plus. Donc voilà, la NBA, on n'a rien à faire d'où vient l'argent tant que ça paye, et c'est un signal aux autres villes. Et Seattle sera utilisé maintenant comme ce truc qu'ils vont agiter devant les villes qui veulent pas faire une salle. Ils diront il y a Seattle qui en veut une, si vous voulez pas construire, on déménage. Donc ce sera leur nouveau truc. Voilà. Bon. Et puis après, moi, si j'habitais à Seattle, c'est que mon avis, mais je crois que je leur dirais d'aller se faire voir maintenant. C'est au bout d'un moment, au bout de 2 fois. J'avais 203 en plus. Ouais, mais bon. Demandez à Camille. Camille est fan de NFL à côté de nous. Ils ont une très très belle équipe de football américain à Seattle cette année. Ils seront en course pour le titre. Donc si je suis à Seattle, je crois que. Une équipe de WNBA aussi qui est qui a plutôt de bons résultats en plus. Ils ont Storm. Je crois qu'ils ont une équipe de MLS qui se débrouille pas mal. Oui, c'est vrai, Donc voilà, ils ont plein de choses à faire. Hockey aussi, je crois qu'ils se débrouillent pas mal, mais on en parle un peu moins. Hockey subaquatique aussi, ouais, des disciplines comme ça. Bon allez, passons sur ces news qui étaient très importantes pour revenir un peu au jeu quand même. The inbounds pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win! Messieurs, après ces actus très importantes, c'est vrai qu'on avait des actus très sérieuses, on va pouvoir se lâcher un petit peu plus maintenant en revenant au jeu, et on va se lâcher avec notre première série. Alors on commence par la conférence Ouest, on fait en 2 parties cette semaine, et on commence par une série qui va aller très très vite. Miami 4, Milwaukee 0, on commence tranquille, le hit tranquille, on passe au suivant. Vous avez un truc à dire? Moi j'ai un petit truc à dire, c'est que j'ai été très déçu de l'attitude de Milwaukee. Qu'ils prennent 4-0, il n'y a pas péril dans la demeure. Je crois que se qualifier pour les playoffs, c'était leur objectif et leur saison était déjà réussie. Mais l'attitude sur le Game 4, ils sont pas loin à un moment donné, ils sont à 5-6 points, ils reviennent même à 4 points je crois, sur un panier de Monta Ellis avec la faute, mais quel manque d'enthousiasme, oh là là, et même dans les tribunes ça s'est senti, le public n'a pas adhéré, donc voilà, ça nous a donné un match bien triste. Et une équipe bien triste de Milwaukee. De Milwaukee, je croyais que tu allais parler de ça. C'est-à-dire les déclarations de Brandon Jennings qui dit on va gagner en 6. Ils sont menés 2-0, il dit on va gagner en 6. Enfin, c'était. C'est un adolescent, Brandon Jennings.
Ouais, c'était assez Il a joué étonnant. contre des adultes. C'est ça un peu. C'est la morale, on va rester là-dessus. New York 3, Boston 1. Ça, c'est une série qui continue. Donc, on l'a pas dit, hein, Miami premier qualifié à l'Est, les seuls qualifiés à l'heure de cet enregistrement. Donc, New York 3, Boston 1. Là, ça a failli se finir. Boston est en sursis. En sursis, mais pourquoi, à ton avis, Alain? Bah, Melo qui prend 35 tirs. Bon, la suspension de J.R. Smith aussi. Pas de J.R. Smith, ok. Melo prend 35 tirs, il a 20 lancers francs. Tout le jeu est phagocyté par Carmelo Anthony. C'était vraiment laid. Et c'est pour ça que Boston s'en sort. Si J.R. Smith joue, il n'y a pas photo. Sur la série, il n'y a pas photo. Quoi que disent les amis de Boston, aujourd'hui, New York est une bien meilleure équipe. Oui, parce que. Vas-y. Moi, je suis pas tout à fait d'accord sur l'analyse de Carmelo Anthony. Donc déjà, c'est bien que Boston en ait gagné un. Contrairement aux Lakers qui sont sweepés, et c'est mérité au vu de la saison et du comportement de l'équipe et de la gestion de l'équipe, ils se sont fait sweeper, ils méritaient que ça. Que Boston, si Boston s'était fait sweeper, ça m'aurait fait un petit peu mal au cœur. Ils ont eu une saison compliquée, ils sont un peu vieillissants. Ils ont eu beaucoup de blessures et c'est bien qu'ils aient sauvé l'honneur. Alors peut-être qu'ils en prendront un deuxième, mais en tout cas c'est bien qu'ils aient sauvé l'honneur et voilà, il y a toujours cette tête haute, cette fierté chez les Celtics. Carmelo Anthony, moi je veux bien qu'il prenne. Alors effectivement, il a pris 35 tirs, mais combien de fois on lui file la balle à 5 ou 6 secondes de la fin? Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord. Moi je veux bien Jason Kidd aujourd'hui, il ne regarde même plus le panier. Il ne regarde même plus le panier. Il a combien de fois Carmelo se retrouve à 5 secondes en lui disant tiens, joue. Alors effectivement, il a croqué, il a pris quelques tirs, mais sur les 35, je crois qu'il y a un juste équilibre à trouver. Et voilà. Non, il n'y a pas juste équilibre. 35 tirs, 20 lancers francs. Ça veut dire que ça fait un potentiel de 45 tirs sur le truc. Mais qui peut créer il y a eu Felton qui a un bon passage, mais qui a pu créer après derrière? Mon problème là-dessus, c'est que Mike Woodson donne trop de responsabilités à ses stars et qu'à un moment donné, Raymond Felton a fait plutôt un bon match. Je pense que tu peux faire autre chose quand tu as pris Johnny et tout ça. Tu peux jouer un peu de pick and roll, faire d'autres choses que ça. Là, c'était vraiment que de l'isolation. Alors, il y a un peu, moi, je vais dire qu'il y avait un peu des deux. C'est vrai qu'il a beaucoup croqué. Il n'y avait pas beaucoup d'aide non plus. Hein. Felton prend un coup de chaud, mais c'est vrai que bon, après, c'est très laid. Il bloque aussi pas mal de jeu. C'est pas évident qu'ils prennent confiance aussi quand c'est bloqué comme ça. Il y avait un peu de ça. Et puis donnons du crédit aux Celtics, honnêtement, qui font un vrai match de vaillant. Paul Pierce, qui fait un gros match. Jeff Green, Garnett dans le sale taf, quoi, parce qu'il met que 13 points, mais il prend 17 rebonds. Il marque sur la fin. Il met des gros paniers sur la fin. Le petit Jet Terry aussi, dans le dernier carton, qui redevient un peu le Jet Terry. Ouais. Voilà, ils sont sortis. On a vu Doc Rivers sortir, saluer le public, pointer du doigt les gens. Voilà, c'est bien pour Boston. C'est dans le style bostonien, c'est classe, ils se battent jusqu'au bout, c'est plutôt sympa. Bon, par contre, encore seulement 30 points en deuxième mi-temps. Hein, mais ça, on le sait, ils jouent à 6-7, c'est compliqué. C'est très compliqué. Bon, donc on est d'accord, ça doit se terminer dans un ou deux matchs maximum. J'en ai bien peur pour nos amis de Boston. Ok, Brooklyn 2, Chicago 3. Celle-là, elle est très intéressante. On monte en intensité après les deux premières séries. D'abord, parlons de ce quatrième match de folie remporté en triple prolongation. En plus, on avait de la chance. C'était pas au milieu de la nuit en France, donc il y a le plus de monde possible qui a pu le voir. On a dit la semaine dernière qu'il gagnait au courage. Là, c'était quand même le symbole de tout ça, quoi. Ah ben là, c'est bon, oui et non. Symbole de courage, évidemment. Symbole de talent, Nate Robinson. Parlons de Nate Robinson à la fin, il met combien? Je sais même plus à combien il finit. Il met peut-être. Il en met 24 ou 25 au moins. Il bat le record. Il est à 2 doigts de battre le record. Ils ont battu le record de Chicago, de Jordan et tout ça. C'est incroyable. Nate Robinson sur la fin, il était sur un nuage. On a rarement vu ça. Nos amis des Nets, ils se le perdent tout seul. L'autre idiot là, qui rate son dunk tout seul. Ils sont à plus 18 à 3 minutes de la fin. Qui rate son dunk tout seul, ils sont quand même à plus 14 à 3 minutes de la fin. 14 à 3 minutes de la fin. 12 points de suite pour Nate Robinson. 12 points de suite pour Nate Robinson à ce moment-là. Camille nous interrompt avec son portable tel Shaquille O'Neal sur TNT. Vous verrez sur Pop Sport, il y a une vidéo. Je fais de la promo pour rattraper, hein, vous avez vu un peu les trucs. Donc 12 points de suite pour Nate Robinson. Clairement le joueur le plus fun de la ligue aussi. Hein. Moi, rédemption complète. Il a vraiment été... que ce soit à Boston ou à OKC, on l'avait un peu mis à la trappe. Ouais. Et je trouve que là, il revient avec toutes ses qualités, toute sa fraîcheur. Alors, quand ça marche, c'est génial. Quand ça marche pas, il s'est vraiment éclaté ce soir-là. Quand ça marche pas, ça l'est un peu moins, mais c'est vrai que c'est un joueur super fun à avoir joué et qui mérite ce qui lui arrive un petit peu. Après, moi, je reste quand même si Robinson a éclaté, je reste quand même sur l'idée du courage parce que
Si Robinson prend feu, mais il les porte tous derrière lui, et c'est vraiment assez incroyable. Très important. Très important. C'est le meilleur joueur de cette équipe. Carlos Boozer aussi, que tu n'aimes pas beaucoup, Erwan, fait de très bons playoffs. Comment ça, Ah bon, d'accord. C'est un échappé. Boozer, d'ailleurs, qui a résumé leur remontée, j'ai lu le témoignage, il disait on a fait un stop, on a donné la balle à Nate, on a fait un stop, on a donné la balle à Nate, on a refait un stop, on a donné la balle à Nate. Voilà, mais ça prouve que c'est une équipe qui voilà, c'est un vrai groupe de potes, ça a l'air en tout cas, parce que je sais pas, et en tout cas, ils se font confiance, et voilà, il y avait un mec chaud, ils lui ont filé la balle, tout ça parfaitement orchestré par Tom Thibodeau au coaching et Kirk Heinrich sur le terrain, qui est le parfait relais du coach. Voilà, maintenant, moi je suis un peu déçu par les Nets quand même, parce qu'ils auraient au moins pu, sur les 2 matchs là-bas, ils auraient au moins dû en prendre un. Et bon, voilà, mais en tout cas, c'est une série sympa à avoir joué. C'est une série sympa. Joe Johnson, ultra clutch aussi face à Nate Robinson quand même. Il y a Deron Williams, je crois, qui prend le tir de la gang sur la fin du temps réglementaire, il le met pas. Derrière, c'est Johnson qui prend tous les tirs décisifs. Tir drop avec la faute. Moi j'ai cru qu'il allait siffler marcher l'arbitre. Bon, Brooklyn donc est revenu assez largement, 110 à 91 dans le 5e match, 6e match à Chicago. Donc tu disais, Erwan, que tu étais déçu par les Nets. Est-ce qu'ils peuvent remonter d'après toi et repasser devant et gagner en 7? Sur la profondeur de banc, je les vois bien. Après, maintenant, gagner 2 fois contre Chicago, ils n'ont pas réussi à le faire encore une fois. 3 fois même de suite. Hein. Ça ferait 3 fois. Je sais pas. Non, j'ai envie de dire les Bulls, hein, même si moi, dans mon bracket initial, j'avais mis les Nets. Je vois mal les Bulls perdre 3 fois d'affilée. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Je suis vraiment déçu de cette équipe des Nets. Aussi bien sur le plan des résultats, mais dans le jeu, si Deron Williams n'est pas bon, c'est toujours difficile. Et c'est aussi pour Card. Est-ce qu'il manque pas d'une identité, ces Nets? Parce qu'aujourd'hui, ces Bulls, ils vivent sur leur défense, sur leur solidarité et leur vécu. On sait que c'est ça. Voilà, ils vont amener ça. Est-ce que les Nets, justement, il leur manque peut-être pas encore ce vécu qui a créé une identité? Il leur manque du temps. Je crois que tu as tout résumé. Il leur manque du temps. C'est une équipe qui s'est construite cet été. En gros, quoi, la grosse partie de cet été. Donc voilà, il faut une saison où ils ont commencé très fort, ils ont eu un creux, ils finissent bien. Ils font les playoffs, ils découvrent. Donc voilà, je crois que c'est une équipe en construction et ça se sent dans les playoffs par rapport à une équipe comme Chicago qui a moins de profondeur de banc, mais qui a déjà un vécu collectif, même s'il n'y a pas Rose. Et ça se sent. Au-delà du vécu, les Nets ne peuvent pas se faire peur comme ça sur une série contre Chicago. Chicago est une bonne équipe, vous l'avez dit, solidaire, courageuse, mais il n'empêche que les Nets, on aspire un peu plus que ça. Là, aujourd'hui, ils sont menés 3-2, ils sont vraiment dans la panade, ça va être compliqué de les gagner, ces matchs, mais je suis vraiment déçu. Moi, je vous le dis. Je les voyais bien passer en 4-2, voilà, c'est la meilleure équipe, s'ils gagnent à Chicago le 6e... Le 7e à Brooklyn, voilà. Encore faut-il le gagner. Faut les gagner à Chicago, hein. C'est le feu là-bas. Erwan. Mais moi je vois Chicago gagner à domicile. 6 ou 7. Non, en 6. Si c'est en 7, c'est les Nets. Ouais, voilà. Moi je suis d'accord avec ça. Bon, ben je vais dire comme vous. Tiens, on va tous les 3 être d'accord. Un 7e match, ce serait sympa quand même. Ouais, mais parce que c'est vrai que j'ai peur qu'ils soient vraiment à bout de souffle. S'il y a un 7e, les Bulls, ils tiennent quand même sur pas grand-chose. Pour l'équipe de France, je crois que... Oui, là, je ne posais pas beaucoup de questions, mais alors là ça va être dur. Allez, la question qui tue. Derrick Rose au second tour. Oui, j'ai vu cette rumeur là, mais ça sort d'où? Alors apparemment, c'est son frère en fait qui fait les rumeurs. Il gère ça tout seul. Il doit s'ennuyer un peu. Pourtant, il est là sur le terrain en train d'encourager ses potes. Ce serait ridicule. Enfin, là, ce serait quand même injouable. Je le vois pas débarquer comme ça contre le 8. Il débarquerait contre Miami comme ça. Imaginez qu'il revienne et qu'il fasse une série incroyable. Ah bah là, ce serait du truc de la légende là quand même. Ce serait du domaine de la légende. 32 points de moyenne sur la série. C'est surtout dans le domaine du rêve, j'ai l'impression. Là, on est plus. Dernière série à l'Est, Atlanta 2, Indiana 2. Série relancée par 2 victoires des Hawks. Je crois que c'était à 2-0 la dernière fois qu'on s'est vu. 90-69 et 102-91, les 2 victoires. Bien meilleur Josh Smith dans le match 4 avec 29,11 rebonds. Est-ce que les Hawks ont de nouveau une chance? Nous l'avions dit à la dernière mission, si Josh Smith ne se réveille pas, Atlanta ne peut rien espérer. Eh bien tant mieux pour eux, il s'est réveillé et le jeu d'Atlanta aussi, Johan Petro titulaire. Gala Johan Petro, il met des points. On va commencer tout de suite là-dessus. Alors 12, 14, 14 et 22 minutes sur les matchs, ça augmente petit à petit. Il est dans le 5. Il est tout récent papa, tout va bien pour lui. 8 rebonds sur le dernier match, ça sent plutôt bon, non? On en avait parlé il y a quelques épisodes. Je crois que le coach s'est adapté à un moment donné. Exactement. Au lieu de mettre parce que pour moi mettre Al Horford en défense sur Roy Hibbert, c'est le tuer. C'est le tuer avec tout le talent qu'il a, c'est le tuer. Donc il est obligé de mettre Johan Petro, qui est en plus au relais, il y a ce Ivan Johnson là, qui est une espèce de frigo américain monstrueux, qui met des coups pas grands mais durs, tanké, donc les deux sur le poste 5 sont bien, ce qui laisse à Horford un peu de retrouver son poste plus naturel de poste 4. Josh Smith défend sur Paul George, qui est beaucoup mieux que quand c'est Kyle Korver, qui a d'autres qualités que la défense. Et puis voilà, et puis Josh Smith, je crois que dans son duel avec Paul George aussi, lui se sent beaucoup mieux.
Et ça se voit, donc par contre, c'est compliqué, quoi. Indiana, c'est très fort à la maison, très faible à l'extérieur. Il retourne à Indiana. L'avantage du terrain va jouer donc. Voilà, donc ouais. Moi, je dois avouer que je suis un peu déçu par Indiana quand même. Alors, on parlait du vécu des Nets. Les Pacers, finalement, sont peut-être un peu dans cette situation-là aussi. L'an dernier, ils sont allés loin, mais c'était plus ou moins l'équipe de Danny Granger, etc. Là, ils sont dans la première année de Paul George, franchise player. Roy Hibbert avec quand même beaucoup de responsabilités. Lui, que je trouve relativement décevant quand même, Hibbert, sur ses playoffs pour l'instant. Et puis voilà, Paul George, il est aussi plus ou moins en phase d'apprentissage du leadership, donc il sort encore pas tous les soirs au plus haut niveau, donc ça les met un peu en danger quand même, non? Mais il est bien arrêté par Josh Smith aussi. Josh Smith fait un très gros travail sur lui. Il lui impose un défi physique, évidemment, qu'Al Korver ne peut pas lui imposer. Et ça se ressent dans son jeu, donc il passe de triple-double à des performances un peu moindres. Le match 3 passe complètement au travers, il fait un bon match 4, mais je crois que le problème, c'est plus que Paul George, mais c'est que voilà, dès que lui est contrôlé sans être annihilé, il est juste contrôlé, je crois que derrière ça manque de création. Georgie n'est plus dans la création, David West est quand même très peu inspiré, je l'ai vu faire une faute horrible sur leur fort de pousser dans le dos, il n'est pas inspiré, il y a danger un peu à Indiana, je pense. J'ai peur qu'on les ait peut-être vus un peu trop bons en saison régulière et qu'au final, au final, ça souffre un peu. Bon, c'est cliché, mais le match 5 vaut cher. C'est vrai surtout. C'est vrai. Bah oui, bon, c'est cliché et c'est vrai. Mais donc, du coup, on pourrait peut-être avoir quand même une des belles déceptions des playoffs s'ils se font avoir au match 5 et que ça tombe. Forcément. Il y a danger quand même. L'année dernière, ils font demi-finale de conf en gênant plus que ça un peu même les 8. Là, s'ils sont sortis au premier tour avec l'avantage du terrain, et par forcément un qui était censé, qui avait perdu Joe Johnson, dont personne n'attendait grand chose. C'est ça. Ce serait plutôt inattendu. Pronostic, tiens, parce que je crois que ça va se finir de toute façon dans la semaine, ou alors il y aura un match 7 juste pas loin de nous. Donc, alors pronostic. Disons que j'espère Indiana en 6 ou 7. De toute manière, c'est pas le choix. Moi, je vois bien Atlanta en 6. Atlanta en 6, qui gagne les 2 prochains. C'est ça. Mais je les ai trouvés vraiment bien. Je crois un Josh Smith énorme, et je vois pas qui va pouvoir l'arrêter, à part lui, si vraiment il passe au travers. Ce qui est possible aussi. Bon, allez, moi je vais dire Indiana en 7. Et ben on passe à la conférence Ouest. Nous revoici avec la conférence Ouest et les Lakers. Spurs 4, Lakers 0, boum, à dégager. La saison est terminée pour les Lakers. Le plus gros flop de l'histoire récente de la Ligue, j'ai envie de dire, ou pas? Oui, bien sûr, tu peux le dire. Non, je vois pas ce qu'on peut dire d'autre, mais que ça soit parce que les Lakers ont déjà raté, les Lakers ont déjà raté les playoffs, même avec Kobe quand Shaq est parti. Mais là, dans l'attitude, dans ce qu'ils ont proposé, virer Mike Brown, prendre Mike Brown déjà, le garder, le virer, faire venir d'Anthony, voilà quoi. L'attitude de Dwight Howard sur le début, sur la fin. Ça commençait à être pénible à voir quand même à la fin. Donc ça se finit. C'est insupportable sur son banc, costard, là, applaudir ou à jouer. Ce costume est vraiment bien taillé. Ok, d'accord. Non, c'est affreux. On va pas s'étaler sur la manière. D'ailleurs, le parallèle avec le dernier sweep, j'ai lu ça quelque part. C'est vrai qu'à l'époque, donc c'était contre Dallas, Bynum s'était fait sortir pour un mauvais geste, et là c'est Howard qui est sorti. Mais c'était pas un mauvais Howard, geste. Moi, j'ai pas trop envie de trouver d'excuses sur l'attitude. Il est vraiment cata. Mais honnêtement, quand ça brasse, je trouve qu'il est un peu ciblé, un peu durement. C'est vrai. Par moment, là, ça... La deuxième est quand même très sévère. Ouais, ils ont pas besoin de ça. Ils font rentrer l'espèce de bourrin d'Aaron Baines. Ils se brassent les bras, ça va, quoi. Non, et puis il a décapité personne comme Bynum à l'époque. Bynum, c'était vraiment... Sur la première fois, il met un léger coup de coude. Je peux comprendre. Autant sur la deuxième, c'est vraiment sur la contestation. C'était vraiment très dur. Surtout qu'ils n'avaient pas besoin de ça, quoi. C'est peut-être un mal pour un bien pour Dwight Howard de finir avec une énorme frustration comme ça. Peut-être que l'été lui fera du bien. Alors, on va pas s'étaler sur la manière. Donc, on disait, ils se sont fait étaler. On va parler du statut des Spurs en tant que favoris dans le débat de l'Ouest. Donc, on va pas revenir non plus sur ce qu'ont fait les Spurs. On va dire un mot. Si vous étiez le GM des Lakers, qu'est-ce que vous faites au mois de juillet? À part profiter de la plage, bien entendu. C'est une bonne question. J'espère qu'il va faire autre chose que profiter de la plage cet été, le GM. Je trouve un meneur qui tient la route. C'est compliqué à trouver. Mais alors, le problème, c'est ça. Comment tu le trouves? Parce qu'il n'y a aucune flexibilité financière. Voilà. Autant le poste de meneur est le plus fourni en NBA, autant aujourd'hui, vu la masse salariale de l'équipe, vu qu'il reste encore un an de contrat à Steve Nash,
Est-ce que transférer, alors ça me fait mal au cœur parce que je l'aime beaucoup, mais transférer un méta World Peace, sachant quand on voit Earl Clark, la saison qu'il fait, le foutre sur un titulaire de poste 3, où il pourra dépanner sur un poste 4, et peut-être avec Meta World Peace dans un échange, essayer de trouver un meneur qui peut tenir la route. Moi je dirais oui, mais qui en veut de Meta World Peace? Ouais. Bah, il va falloir faire un package. Qui en veut. Parce que c'est quand même des distractions autour, quoi. Ah, regarde, Stanley, il a pas bougé une oreille. Hein. Enfin, bon, on entend beaucoup parler de lui sur le hors-sport. Bon, Dwight Howard, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Ils doivent prier pour qu'il revienne, de toute façon. Non, mais il faut le re-signer, ça me paraît évident. Évidemment. Par contre, Pogazol, la question va se poser cet été. Alors voilà, tout le monde. c'est ça, c'est la question numéro 1 au final. C'est la seule question, c'est Pogazol. C'est le seul choix qu'ils ont vraiment entre leurs mains. Mais pour récupérer qui, c'est toujours pareil. Dans ce cas-là, pareil, t'as Clark en poste 4. Et là, dans ce cas-là, tu peux trouver un meneur de qualité. Donc Steve Nash, on en fait quoi? On le met de côté, on l'amnistie, on en fait quoi? Il est encore sous contrat de toute façon. Oui, il reste un an justement, mais on l'achève. Non mais je dis ça en je dis ça en plaisantant, mais c'est vrai que malheureusement c'est ça, c'est un 6e homme ou c'est une aide en sortie de banc, même pas parce qu'il défend pas, donc on peut le foutre en deuxième arrière, meneur deuxième arrière, il joue sur les deux postes, il est la doublure en deuxième arrière shooter. Quid de Kobe quand il revient, il y a quand même beaucoup de questions. Est-ce qu'il faudrait pas changer de coach d'abord? Oui, mais bon, il a signé pour 4 ans. Il a signé pour 4 ans. Ils ont encore Mike Brown, il faut encore payer Mike Brown. Que vont faire les Lakers? Évidemment qu'il faut changer de coach, on est d'accord. Autant prendre, je sais même pas qui. Bon, qui donc prendre. La solution, on est d'accord, c'est qu'il faut trouver une équipe à arnaquer, c'est-à-dire une équipe qui vous envoie un peu. Les Lakers, t'inquiète pas, ils vont trouver un truc. C'est ça. Bien sûr. Il faut faire le mode Mitch Kupchak, trouver une équipe qui va vous envoyer un Gasol contre 3 Bounty et un Nuts. Si Marcus Cousins vient d'arriver aux Lakers pour rien, ce serait une très bonne. Pourquoi pas? Par exemple. Quoique, quand on voit l'échange à l'époque pour Gasol, c'était Marc Gasol en face. Bon, aujourd'hui, ce serait pas ridicule avec Marc Gasol. Ouais. Ah non, il ne se plaint pas. Ce serait pas ridicule. On a déjà fait le débat, mais on va redire un mot aujourd'hui parce que la saison est terminée. Vous êtes Dwight Howard maintenant. Moi, je re-signe aux Lakers, bien sûr. Kobe, il lui reste combien de temps à tirer? 1, 2 ans, 1 ou 2 années? Bah voilà, ensuite, c'est ton équipe. Évidemment qu'il faut qu'il re-signe. Il est à Los Angeles, gros marché. Que demander de plus? S'il veut faire partie des plus grands, et j'ose espérer qu'il a de l'ambition, ce gars-là, bah c'est là-bas que ça doit se passer pour lui. Rester 1 an aux Lakers, c'est partir comme ça. Ça serait moche. Bah là, ce serait le double flop. Ce serait. Moi, alors, personnellement, à sa place, non, c'est pas facile parce que je peux pas être. Toi, tu vas à Dallas, je suis sûr. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Non, alors j'allais dire plutôt Toronto, ils ont la place, Houston maintenant. J'allais dire que à Houston, ils l'aimeraient bien, ils l'attendent, ils ont la place pour le signer, ils ont James Harden, il s'éclaterait. Tu fais quoi de la musique? Tu fais quoi de la saison? Comment? Tu ferais quoi d'Omer Asik? Ça refait un 6e homme hyper cher, mais bon, c'était dans le plan. Cher, hein. Ah oui, non, mais dans bon. 3 ans, hyper cher. Ouais, mais tu dis pas non à Howard, tu gères après. S'il te dit qu'il signe, tu gères Asik après. Ce serait dur pour Hamzik qui fait une super saison quand même. Oui, c'est vrai. C'est pas Hamzik, c'est Asik. Ah oui, pourquoi Hamzik? Ah oui, oula, ça n'a rien à voir. C'est un mec de Naples. Asik, Omer Asik. Non, donc, mais après, si Howard te dit qu'il signe, le cas Asik, tu le gères après, quoi. Tu peux le transférer, mais bon, on aura. Il va re-signer aux Lakers, faut même pas se poser la question. Donc, voilà, mais moi, je serais plus partir par exemple à Houston où il s'éclaterait. Bien sûr, il aurait l'air ridicule. Ça, c'est sûr qu'au niveau image de marque, il aurait fait qu'une année à Los Angeles, il aurait l'air ridicule. Mais après, s'il gagne et qu'il s'éclate à Houston et qu'ils accrochent des playoffs et qu'ils retrouvent un niveau correct, je pense qu'au fur et à mesure, ça efface et qu'il se refera une image petit à petit. Parce que s'il reste à Los Angeles et que c'est le même bourbier cette année. Le seul grand pivot passé par LA à ne pas réussir. C'est vrai. C'est vrai, mais c'est pas non plus un. Malgré ce qu'on. Malgré tout, oui. Il était grand, oui, par la taille. Ouais, mais après, le problème, c'est que on peut pas le comparer à Chamberlain ou à O'Neal, quoi. C'est pas le même talent non plus, quoi. Non, de toute façon, je pense que c'est en fin de carrière qu'on fait les. Quand les mecs s'arrêtent, c'est comme aujourd'hui, quand les gens comparent LeBron et Kobe ou avec Jordan qui est le plus fort et tout, c'est en fin de carrière qu'on se rend compte voilà, qu'on dit voilà, il a tant de titres, il a fait ci, il a fait ça, et c'est quand les mecs sont plus là qu'on se rend compte de leur impact. Il y a qu'à voir quand Kobe s'est blessé, très vite on a fait il va nous manquer. Même ceux qui l'aiment pas, je pense, de pas le voir en playoff, ça les a embêtés. Et ben, ça sera pareil pour Howard. Il a 20, je sais pas quel âge, 25. Ouais, 26, 27. Voilà. Bon, donc pronostic, tout le monde pense qu'il reste à LA. Bon, oui, bien sûr. Voilà. Moi, j'ai dit que j'aimerais bien pour lui Houston, mais je pense qu'il reste à LA aussi. Qui réussit, tous. Ok, série suivante, on va revenir dans le jeu, et celui-là il est très intéressant. Grizzlies 3, Clippers 2, il y avait 2-0 aussi pour les Clippers la dernière fois qu'on s'est parlé. Autre équipe de Los Angeles en difficulté, donc les Clippers, 3 victoires de suite pour Memphis. Qu'est-ce qui a changé tout d'un coup? C'est très très simple.
la raquette de Memphis s'est réveillée. Moi je pose la question, mais je le sais. Mais c'est une question rhétorique puisque j'ai les stats que je vais t'envoyer après. Donne-moi les stats, fais-nous rêver. Donc c'est ça, c'est la raquette. Évidemment, Marc Gasol est un super joueur. On parle de son titre de meilleur défenseur, mais c'est surtout un joueur de basket incroyable, exceptionnel. Sa complémentarité, son duo avec Zach Randolph aujourd'hui. Mais on fait rien de mieux aujourd'hui en NBA. En fait, tout ce qui manquait à Memphis sur les deux premières manches, eh ben, ils l'ont eu sur les trois dernières. C'est-à-dire, donc, on a dit le réveil de Zach Randolph, Marc Gasol qui hausse encore plus son niveau de jeu que sur les deux premières manches, un bon Mike Conley. Et surtout, un bon Bayless, un bon Tayshaun Prince, un très bon Tony Allen en défense. Et voilà, tout ça fait que... Toute l'équipe est bien aujourd'hui. C'est un bon coaching parce que sur le match 5, il prend une sacrée rouste d'un Negro coaching par Lionel Onitz qui gagne à être un peu plus reconnu. Alors, c'est pour ça que je disais que je connaissais la réponse parce que j'avais fait mes devoirs avant, en fait. Et alors, Zach Randolph, 27.11 rebonds, 24.9 rebonds, 25.11 rebonds. Ça, c'est 3 derniers matchs. Gasol, 16-8, 24-13 et 21-8. Donc, quand tu additionnes les deux, ça fait du poids dans la raquette. Surtout, il faut voir comparer à l'autre duo intérieur. Alors, là, ce sera intéressant. Alors, j'ai pas pris les stats. C'est pas ça que je veux dire, mais bon, quand tu compares. Comment il a voulu me mettre en difficulté. Là, tu me faisais rêver. Si tu m'as dit alors. J'ai pas les stats des deux sous les yeux, mais donc Blake Griffin lui est blessé à la cheville. DeAndre Jordan, c'est pas la même consistance qu'un Marc Gasol. On n'a pas besoin des stats pour le savoir. Et puis, alors, est-ce que les Grizzlies maintenant justement sont trop physiques pour les Clippers et que ils passent pas le test des playoffs là? Je suis pas sûr que c'est une histoire que de physique parce qu'il y a quand même du répondant quand on voit le match-up Griffin-Randolph. C'est pas une histoire de physique, c'est une histoire à un moment donné de basket. Et je crois que les Clippers toute l'année, effectivement ça se passe vite, ça se passe dans les airs et forcément ça emmène tout le monde et ça fait rêver tout le monde. Mais en playoff, une fois de plus, comme si on en avait besoin, on se rend compte que le jeu un peu plus sur demi-terrain, le jeu au sol, le basket un peu plus académique, c'est ça qui marche le plus. Les Spurs en sont l'exemple depuis une dizaine d'années et Memphis en est aussi l'exemple. Voilà, dès que ça se passe au sol, l'année dernière ils s'étaient fait cuire parce qu'ils avaient mal géré 1 ou 2 matchs et que Conley était pas encore ce qu'il est aujourd'hui. Mais aujourd'hui, voilà, ils construisent, ils maîtrisent leur basket, ce que ne fait pas les Clippers qui s'en remettent trop à Chris Paul. Ou alors à leur sixième homme, Jamal Crawford. Mais Jamal Crawford, on sait que c'est de la folie. Et aujourd'hui, il leur faut justement de la maîtrise qu'ils n'ont pas, les Clippers. Sur le dernier match, d'ailleurs, c'est les deux seuls à passer les 10 points, Crawford et Chris Paul. Donc on voit à quel point ils sont dépendants. Griffin est à 4 points. Non, mais il peut pas jouer. Il peut pas jouer. Blake Griffin aujourd'hui, il est vraiment blessé. Tu le sens sur ses appuis. Voilà, sévère visiblement avant le 5e match. Lundi, il est retombé sur le pied de Lamar Odom à l'entraînement. Il est tombé sur le pied de Lamar Odom. Lamar Odom qui aurait été au moins décisif pour quelque chose dans la série. Donc les Clippers. Il est même pas il est bon. Les Clippers donc au bord du gouffre à un match de l'élimination. Est-ce qu'il y a un petit espoir ou pas? En tout cas, si il s'avérait qu'il perdrait, moi ce serait mon plus gros flop du début des playoffs. Plus qu'Indiana, plus que contre Memphis, t'es dur. Il n'empêche. Dans le contexte, tu mènes 2-0, tu as une vraie armada. Tu as Chris Paul, tu as Blake Griffin. Et puis ils se sont vus très très beaux. T'arrêtes pas de critiquer leur show sur le banc. Ils se voient. Pour moi, ils se voient très très beaux. Arrêtez de dire ce que je critique, ce que j'aime pas. Merci, c'est gentil. Donc voilà. Donc moi, ce serait mon plus gros flop. Et dans le jeu, je suis très déçu par cette équipe parce que c'est vrai que tout se repose sur Chris Paul aujourd'hui. Tout est sur Chris Paul. La semaine prochaine, je prends le générique des Feux de l'amour pour les fous s'engueuler. Et Vinny Del Negro, je crois, est de plus en plus sous les feux de la rampe et à juste titre, parce que voilà, il se fait dégommer, tout le monde demande, et je crois que s'il passe pas... Si Griffin, de toute façon, est sérieusement blessé, ça paraît quand même... Ça complique beaucoup la tâche. Ça paraît complètement, difficile. Pronostic, donc, on en est à 3-2. Memphis en 6. Memphis en 6. J'aimerais bien un 7ème match, mais Memphis, aujourd'hui Memphis. Moi, je vais dire Memphis en 6 aussi. Si Griffin est blessé, ça a l'air d'être le cas. On va dire que c'est pas bon. Warriors 3, Nuggets 2. Encore une série très très jolie, style différent de Memphis, mais série tout aussi passionnante. Les Warriors ont perdu le premier match et David Lee. On les donnait en difficulté. Ils ont pris complètement feu. Mardi soir, les Nuggets sont revenus en force. Est-ce que les Warriors vont avoir le cran de boucler cette affaire? Ils mènent 3-2. Oui. Alors le cran, ouais, mais ils ont appris un petit peu... Moi, alors, j'aime beaucoup Golden State. J'adore ce que le coach, Mark Jackson, j'adore ses speeches. On sent qu'il est encore qu'il a une âme de joueur encore. Ouais. J'adore ce que fait Steph Curry, j'adore ce que propose cette équipe. Mais moi, je me mets à la place de Denver et pendant 4 matchs, Curry, Jarrett Jack leur ont fait la chanson. Ils se sont fait casser les chevilles, ils leur ont mis des tirs. Je me suis dit, mais jamais ils vont leur mettre des tartines.
Et là, ils ont entendu le match 5 pour leur mettre plein la poire. Et je pense que ça a marché parce qu'ils ont gagné. Ça a marché parce qu'ils se sont plaints en conférence de presse, notamment Mark Jackson, même si Jared Jack, lui, restait digne. Il a dit à un journaliste, je vois pas de fait un peu une tartine au curry, quoi. Wow, c'est pas ça qu'il fallait faire. Merci, Alain. Je peux faire ça. Oh non, ça c'était la blessure. C'était la blessure, je me suis gouré. Donc voilà, là, on est rentré vraiment. Et cette série est vraiment très intéressante par rapport à ça. Et je crois que j'attends de voir la réaction. Parce que maintenant, cette série va. Je sais pas s'il restera encore 1 ou 2 matchs. Mais quoi qu'il arrive, cette série, les matchs qui vont rester, ça va être une guerre de tranchées. Et la vraie question à savoir pour moi, c'est est-ce que les Warriors vont être capables, dans ce genre de match, de relever le défi? Moi, je pense oui. Première chose, Mark Jackson, tu l'as dit, c'est le coach qui emmène son équipe. Il a réussi à donner une confiance à ses joueurs rarement vue. l'Oracle Arena, deuxième chose. À domicile, tu sens que c'est le feu. Et là, ce match, ils perdent le 5e match. Le 5e, parce que c'était à Denver. Et que tu sens que Denver n'a pas envie de se faire marcher dessus. Alors attention, ils perdent le 5e parce que c'est à Denver. Mais est-ce qu'un des choix quand même décisifs de cette série, c'est pas celui... alors, au-delà d'Evan Fournier, ça lui a coûté à lui, mais c'est pas justement de passer un 5 plus grand. Donc McGee, Farid, Chandler et Iguodala Lawson, c'est peut-être aussi ça la grosse différence. Tu parlais de leur rentrée dedans, ça a contribué à ça. Ça se traduit par ça, quoi. Voilà. C'est sûr que s'il veut leur rentrer dedans, il va pas jouer small ball en mettant André Miller, tu vois ce que je veux dire. On avait déjà dit, le retour de Farid va changer évidemment cette série, puisque c'est un... McGee qui a été très bon dans le 5 aussi. Oui, bien sûr. Qui a une super... C'est un vrai choix, ça, d'ailleurs, parce qu'il a été sur le banc. Il était dans le 5 de la saison. Ouais, première titularisation. C'est un vrai choix. Et ça, c'est très bien marché. Iguodala qui sort de sa boîte 25-12-7, donc 25 points, 12 rebonds, 7 passes. Il devait faire ça, parce qu'il aura coûté le match 3 ou 4. 3. Il leur coûte le match 3. Donc la clé, c'est quand même la défense des Nuggets. Il limite Golden State à 43% sur le dernier match, et c'est ça qui fait la différence. Ils auraient peut-être se faire berner dans tous les sens. Même si Steph Curry... Attends, ils sont à 4 ou 5 points sur la fin du match, Golden State, et ils perdent une balle bêtement. S'ils marquent sur cette action-là, sur l'action qui suit, le dénouement du match aurait pu être différent. Match aussi passionnant, en tout cas, ce sera peut-être celui qui a le moins manqué sur... si vous devez en voir un cette semaine, à mon avis, c'est celui-là. C'est la série à regarder de toute manière. Ouais. Pronostic. Golden State en 6. En 6. Golden State en 6, ouais. Golden State en 6. Bon. Puis voir Stephen Curry faire ses folies là. Moi je vais dire Denver en 7. Allez, je suis joueur. Dernière série, Thunder 3, Rockets 1. Alors ça, forcément, le Thunder n'a plus Russell Westbrook. Donc... Voilà, il avait le droit à 3 quand même. C'était un grand joueur. Donc, on va en parler dans le débat de Russell Wilson. De Russell Westbrook. De Russell Westbrook. Camille a adoré la référence. Russell Wilson, c'est le quarterback des Seattle Seahawks. Donc, excusez-moi, ma langue a fourché. Donc, Houston a accroché un match. On va parler juste de l'impact sur cette série pour l'instant. Ça devrait quand même passer pour OKC assez simplement. Oui, ou alors ce sera une grande surprise. Il faut rendre hommage à Houston qui en a pris une bonne là, sur le premier match, et tous les autres matchs ont été serrés. Ça se joue à pas grand chose. Là, ils en ont gagné en plus. Ça se joue à pas grand chose parce que Ibaka il rate une claquette. Je pense qu'il a peur du buzzer parce que c'est vrai que quand on fait abstraction du buzzer, on se dit mais il pourrait dépanner en National 3. Mais en fait, je pense qu'il a le buzzer dans la tête, donc il a lâche vite. Mais c'est bien ce qu'a fait Houston. OKC devrait passer, par contre c'est la suite qui est intéressante. Alors la suite, on va en parler et on va en parler maintenant. We talking about practice, man. What are we talking about? Practice? We talking about practice, man. And this fall, I'm going to take my talents to South Beach and join the Miami Heat. It was a ball fight. Tonight was a ball fight, man. Yeah. C'est l'heure du bar fight avec KG. Messieurs, donc Russell Westbrook n'avait jamais manqué un seul match de toute sa vie au lycée, à la fac ou en NBA. Il avait tout joué, c'est quand même impressionnant. Voilà, bon, la série est terminée. Déchirure du ménisque droit, je vais pas remettre le son. Encore une blessure, malheureusement cette saison, on n'aura pas été épargné. La conférence Ouest est relancée, en tout cas l'intérêt est encore plus fort. Donc d'où notre débat de la semaine, qui est le favori à l'Ouest? Je vais pas garder le résultat du vote sur Basket USA pour la fin, parce qu'il est écrasant. 70% des internautes pensent que les Spurs sont favoris. D'accord ou pas d'accord? Je vois Thomas qui hoche la tête. Bien sûr, d'accord, évidemment que les Spurs sont favoris. Ils viennent de sweeper une équipe des Lakers. Bon, on va pas revenir là-dessus.
Ils ont le collectif pour, l'expérience, Tony Parker, Tim Duncan, ça fait beaucoup d'arguments. Ginobili qui revient bien. Ginobili qui revient bien. C'est les playoffs. Ginobili vient toujours en playoffs. Évidemment que les Spurs sont favoris aujourd'hui. Le meilleur système, peut-être le meilleur banc avec les Clippers, des joueurs économisés sur la saison, des shooters en pagaille, des jeunes avec des cannes, un grand coach. Ou peut-être Denver qui a les mêmes atouts, mais leur style de jeu n'a jamais réussi en playoff. C'était un commentaire de Popeye Jones lui-même. Très juste sur Denver, en tout cas notre ami Popeye Jones. Mais moi je trouve que OKC reste le favori numéro 1. D'une part parce qu'on a vu Durant se démultiplier. Alors Durant en mode streetball, parce qu'il a dit qu'il se sentait en mode streetball, j'ai le ballon tout le temps. Ça, hein. Pour toi, ça passe, Erwan. Ça peut aller en finale. Moi, ça reste en tout cas OKC reste le numéro 1 pour moi à l'Ouest. Après, moi, je vois bien Memphis. Alors, tu me disais juste avant l'émission c'était pas forcément l'avis des internautes. Ils sont pas super cotés, pour te dire. Ils sont à 3% d'opinion favoris. Derrière le Thunder qui est à 14, les Warriors à 6%, les Clippers à 6%, les Grizzlies à 3%, et les Nuggets à 1%, et les Houston et les Warriors, c'est les Rockets à 0. Pour revenir sur OKC, ils perdent Russell Westbrook, alors qui est une énorme perte, alors qu'on aime pas. En tout cas, ce qu'il décante et ce qu'il fait dans le jeu, c'est compliqué à compenser. Maintenant, il y a Reggie Jackson qui est très bien. Il y a Derek Fisher qui met le nez à la fenêtre. Les deux, je pense, sont très complémentaires. Il va falloir, et je crois que c'est important, que Kevin Martin, plutôt que maintenant, au lieu d'être à 15-16 par match, essaie d'augmenter un peu plus sa moyenne. Et là, je crois qu'il risque d'avoir un hic. C'est un bon joueur, très adroit. Mais je pense que c'est un mec qui va avoir du mal à dépasser les 15-16 points par match. C'est ses premiers playoffs aussi. Ouais, c'est pour ça que je te dis ça. Bien sûr, sans lui jeter la pierre, je dis que c'est après, dans son volume de jeu, il va avoir du mal. Contrairement à Kevin Durant, qu'on a vu tout de suite prendre les choses en main, je pense qu'il va avoir du mal. Mais le petit Reggie Jackson peut nous surprendre. Alors, il nous surprend déjà. OKC, plutôt que n'importe qui d'autre pour toi, Erwan. Moi, OKC reste le numéro 1 et ensuite je vois Memphis. La grosse défense de Memphis fera la différence. Je vote Memphis. Ça, c'est Captain Insight qui nous disait ça. C'est vrai que on parlait tout à l'heure de jeu placé, de ce qui fait gagner en playoff. Ils sont quand même bien le mieux placés pour ça. Mais, regarde, c'est simple. Hein. Mike Conley à la main. Tony Allen, Tayshaun Prince sur les ailes, ça défend fort. Et ça a l'expérience en plus. Les deux ont été champions NBA. Tony Allen avec Boston. Et à l'intérieur, on en a déjà assez parlé. Randolph, Gasol. C'est pas mal. Sur le banc, ils ont Bayless. Ils ont mais ils ont des mecs après sur le banc qui sortent. Austin Day qui peut mettre quelques tirs. Donc pour moi, après ça se joue à pas grand-chose avec San Antonio, je pense. Il a un peu les mêmes profils. Alors je suis d'accord sur ce que tu dis. Alors les mêmes profils, je serais assez d'accord aussi. On va enchaîner donc avec les autres équipes. On nous dit souvent, sinon dans les commentaires, que ce serait le vainqueur justement de Clippers Grizzlies qui aurait un coup à jouer. Donc comme chaque année, on mise beaucoup trop sur les Spurs. Comme l'année dernière, ils n'iront pas en finale NBA. Le favori, ce sera le vainqueur de la série Clippers Grizzlies. Quant à OKC, ils sortiront au prochain tour. Durant n'a pas la carrure pour porter son équipe aussi loin que les finales de conf. C'est une remarque de Jafar. Et on avait aussi Slow Chocolati qui disait: et sur ce, je mise sur les Clippers, ils ont un effectif impressionnant, ils montrent leur volonté face à Memphis, ça joue bien. Et puis je mise aussi sur les Clippers. C'est arrêté au match 2, non? Ouais. Alors non, le commentaire est d'hier. Et puis je mise aussi sur les Clippers car je pense pas que les autres puissent faire mieux. Non. Moi je pense que c'est vraiment Spurs, OKC. Durant n'a pas les épaules, pour revenir sur le propos de Jafar. Je pense que c'est le moment de nous prouver, monsieur Durant, que tu as les épaules. Et je crois qu'il s'est pas fait prier pour le faire. Voilà, en tout cas. Exactement. Je pense que ça va être ça la clé de OKC. Entre les deux, je ferais plutôt Spurs, Grizzlies, OKC. Je mettrais un petit peu OKC derrière. Moi, j'ai du mal à croire que Memphis ira jusqu'au bout de la. C'est une très bonne équipe. C'est une très bonne équipe, mais j'ai du mal à croire qu'ils vont atteindre la finale NBA. J'ai vraiment du mal à y croire. Mais je pense qu'ils peuvent taper OKC sur le deuxième tour, par exemple. Par contre, alors voilà, taper OKC c'est une chose, mais vraiment les Spurs aujourd'hui, je les trouve super forts. Et au-delà de ça, qu'est-ce que tu trouves de plus aux Spurs que tu trouves que par rapport aux Grizzlies? Moi, ça m'intéresse plus. Alors je suis d'accord pour dire que le duo Gasol, Randolph, c'est le meilleur aujourd'hui. Maintenant, la cohésion de cette équipe, le coach. Tony Parker m'impressionne vraiment, il joue, c'est un véritable MVP, c'est un MVP, l'expérience. Tim Duncan, il a quel âge, 26 ans, donc voilà, je pense quand même que les Spurs sont les favoris. Alors, autre possibilité, de l'autre côté, il ne faut pas enterrer Golden State trop vite. Je pense qu'ils vont gagner contre Denver, car leur style de jeu à 100 à l'heure peut déstabiliser les vieilles cannes des Spurs, et l'équipe qui arrivera à imposer son rythme sera dure à arrêter. Il y aura le match-up clé Curry-Parker. Est-ce que Parker est revenu à son top niveau pour pouvoir assurer défensivement contre Curry? Seul l'avenir nous le dira. Sur le basket pur et dur, San Antonio est au-dessus, tout comme l'année dernière, mais ne vont-ils pas craquer physiquement comme l'année dernière avec un Curry dans le rôle de James Harden pour OKC? C'est une remarque de Thundertastic.
Une surprise Golden State. Moi j'ai l'impression qu'il y a une côte d'amour pour Golden State depuis le premier tour. C'est vraiment l'équipe à suivre. Mérité 1000 fois. Moi-même, ce serait tellement bien qu'ils aillent au bout. Mais bon, ils vont pas sortir indemnes s'ils passent contre Denver. L'absence de David Lee va être trop importante. On l'a bien vu, James Harden l'année dernière quand il joue les finales. On a bien vu des joueurs qui découvrent les finales de conférence. Après, c'est plus les mêmes choses. Faut encaisser physiquement et émotionnellement. Golden State en finale de conférence. Mais bon, c'est très peu probable. Grosse cote en tout cas. Pronostic pour la finale, messieurs. Alors, qui va en finale ? On disait favori à l'Ouest. Je rappelle d'ailleurs pour le débat, c'était pas si on pronostique pas qu'ils battront spécialement le 8, mais on voulait savoir qui irait en finale. Donc, en finale à l'Ouest pour vous. Vu que OKC se rencontrerait Memphis en demi-finale de conférence, ou les Clippers, mais moi comme j'ai dit, je verrais aller OKC San Antonio. Donc tu restes parce qu'OKC est mon numéro 1, donc je vais pas mettre. Et donc avec OKC en finale ? Avec OKC en finale, ouais. OKC bat San Antonio, ça marche. Bon, je dirais quand même Memphis Spurs en finale. Et les Spurs. De toute façon, dans mon racket, les Spurs sont champions, donc. Bah oui, c'est pour ça. Tu peux pas. De toute façon, tu peux pas pronostiquer autre chose. Et puis pour moi, du coup, ce sera. Donc j'ai dit Memphis battrait OKC et puis les Spurs en face. Je vais dire les Spurs aussi quand même en finale. Voilà, face à eux. Donc résultat du sondage, on l'a dit, Spurs 70% de vos votes, Thunder 14%, Warriors 6%, Clippers 6%, Grizzlies 3%, Nuggets 1% et Houston 0%. Et alors, top commentaire. Faudra que je fasse un jingle top commentaire. On en a qu'un cette semaine. N'hésitez pas à vous lâcher, à mettre des blagues ou des trucs un peu rigolos. On fait les top commentaires. Maintenant, on l'a dit, on en prend 3. Le top commentaire, il va faire plaisir à Thomas. J'ai du mal avec les prénoms aujourd'hui. Les Spurs, pour une seule et bonne raison, T-Mac. C'était un commentaire. T-Mac a enfin gagné un tour. C'est la première fois que j'entends ça. C'était un commentaire de Kiyomaru. Un tour de playoff. Et oui. C'est vrai. C'est le totem des Spurs cette année. Ouais. Donc voilà, Kiyomaru qui nous disait T-Mac. Voilà, et donc n'hésitez pas, mettez des blagues, mettez des trucs marrants dans les commentaires, lâchez-vous, il n'y a pas de souci. Nous on passe à la dernière partie de l'émission. Dernière partie de l'émission, messieurs, vous avez l'habitude maintenant, c'est l'heure des tops et des flops. On commence par les tops parce qu'on est toujours positif. Thomas. Moi, mon top, c'est les Celtics. J'ai été un peu dur tout à l'heure, mais je voulais appuyer sur le fait que c'était vraiment la dernière danse, le dernier petit plaisir au TD Garden de cette équipe magnifique avec Kevin Garnett, Paul Pierce, Ray Allen. Voilà, je voulais vraiment appuyer là-dessus. C'était un beau match malgré Carmelo Anthony sur 35 tirs. Et je trouve qu'ils peuvent être fiers de leur équipe. Bel hommage. Tu penses qu'ils prennent leur retraite derrière ou... Non, mais je pense qu'ils reconstruisent. Ça me ferait mal de voir Paul Pierce ailleurs qu'au Celtics, soit dit en passant. Le top d'Erwan. Mon top, moi, c'est la série Denver Golden State qui... ça sent les playoffs. C'est ça, les playoffs. C'est des surprises, des retournements de situations incroyables, des tirs sortis de nulle part, et puis des coups, des matchs un peu à l'envie, à la haine, où ça se met des coups, ça parle en conférence de presse. Voilà, c'est bien d'en avoir une petite de temps en temps. Et donc voilà, je leur tire mon chapeau à tous à ces deux équipes. Je suis désolé, je te coupe. Sur les déclats de conférence de presse, le New York-Boston est sympa aussi, hein, avec le coup des funérailles et tout ça envoie bien. Non mais ouais, donc Denver Golden State, très, très très belle série. Pour rester dans l'intensité, mon top à moi sera Joakim Noah. On parlait donc de la ring des Bulls. Je trouve qu'il est vraiment l'âme de cette équipe. Il y a un truc autour de lui. Et puis voilà, il a le pied en vrac, il joue. Alors malheureusement, ça veut dire pas d'équipe de France pour l'Euro, mais bon. Voilà, c'est quand même beau à voir ce qu'il fait maintenant. Je crois qu'il a dit qu'il pensait même pas qu'il jouerait le premier tour. Il est là, il court, il fait ce qu'il a à faire. Un vrai soldat, ouais. Ouais, donc c'est vraiment un sacré joueur. Et plus que ça, on peut parler de tous les Français. Il y a beaucoup de Français aujourd'hui pendant les playoffs qui font du bon taf. Johan Petro, Yann Miami qu'on a revu dernièrement. Karim Apollinaire-Fenêtre, il a pris 12 minutes parce qu'il était sorti de la rotation. Voilà, j'ai eu un peu peur pour lui. Il y a beaucoup de Français pendant les playoffs, c'est vraiment agréable. Tony Parker, évidemment. Boris Dio, Nando De Colo. Ah oui, il y en a beaucoup quand même. Hein. Ah oui, on en a quand même une tripotée maintenant. Il y a quoi, une douzaine de joueurs, non, français? 13, voilà. Les flops, Thomas. Alors, moi, mon flop, c'est les Clippers. Je pense qu'ils se sont vus trop beaux, vraiment trop beaux. Et là, ils sont en train d'exploser en vol, mais complet. Moi, ce serait mon flop s'ils ne passaient pas. Et après avoir gagné les 2 matchs, avoir dominé les 2 premiers matchs, et ben là on retrouve des Clippers comme on n'aime pas, un jeu moche à voir jouer, et ils vont se faire sortir, les pauvres. Ils vont se faire sortir. Excusez-moi, je recale un truc, mais
Voilà, pour les Français. Pour les Français, ouais. Excusez-moi, je suis passé à côté. Le top d'Erwan. Le flop, là. Moi, le flop, alors c'est rien à voir avec le basket, c'est plutôt carnet rose. C'est comme ça qu'on dit pour les mariages? Non, c'est pour les naissances. C'est pour les naissances. Ouais, bon, c'est pas grave. Bon, bref. Le remariage de Michael Jordan à 50 ans. il s'est fait plumer sur son premier mariage en laissant des millions sur la table. Il a un contrat. J'espère qu'il a un contrat béton, hein, parce qu'il se remarie avec une meuf qui a 15 ans de moins que lui. Elle a 35 ans, elle en a 50. Donc, bon, elle est jolie, mais bon, chef, t'as déjà laissé des millions sur la table. Arrête tes conneries, quoi. Bon, et puis moi je vais terminer avec un flop, j'avais aucune idée, donc j'ai pris encore comme la semaine dernière David Stern, lui qui tend le bâton pour se faire battre. Il est temps que tu envoies une lettre, je crois qu'il lui doit de l'argent, David Stern, en fait. David Stern et Clay Bennett, parce qu'il faut quand même se rappeler que Clay Bennett est le proprio du Thunder qui a piqué les Sonics à Seattle, et c'était lui qui est à la tête du comité de relocation des franchises, donc qui a voté non pour Seattle. Donc ils ont quand même c'est pas une mafia, ça. Ils ont quand même un contentieux quelque part avec Seattle qui est quand même assez dur. Donc voilà, encore une fois, j'ai rien contre Sacramento et je suis très content pour les gens là-bas et les gens qui gardent leur job, parce qu'il y a forcément des gens qui gardent leur job et qui sont très heureux. Mais voilà, ça me fait un peu mal au cœur pour Seattle, et ils ont quand même eu beaucoup d'espoir sur ce coup-là, parce que c'était pas loin de se faire. Donc un petit coup de gueule à Stern qui a encore géré ça façon un peu à la Stern, Soprano, quoi. À la Stern. On va terminer avec la rafale habituelle de questions, et il y a du très bon cette semaine. C'est parti. Erwan, les Raptors seraient en train d'essayer de convaincre Phil Jackson de présider l'équipe. Les Bobcats sont aussi intéressés. Est-ce que tu penses qu'une des deux équipes a une chance? Je crois que je le vois plus à Rouen en pro, en fait. Quitte à n'importe quoi, non. Ne pas sur Phil Jackson, il a eu un cancer l'année dernière. Il a eu un cancer de la prostate, aucune chance. Andrew Bynum danse le flamenco en Espagne. Pronostic plus ou moins de 50 matchs pour lui la saison prochaine, Thomas. Moins. Il va que ça renforce les genoux, le flamenco. Ah bon, bah écoute. Kevin Garnett dit qu'il ne pense pas à la retraite. Tu penses qu'il continue l'an prochain? Justement, Thomas t'en parlait tout à l'heure. Continue. Les postes de coach sont libres à Détroit, Philly, Charlotte. Lequel est le plus attirant pour toi, Erwan? Philly. Charlotte. Tu côtoies Michael Jordan tous les jours. Ouais, c'est peut-être pas un avantage dans le boulot là. Bon allez, Philly. Meta World Peace avoue qu'il a été le maillon faible du match 3 des Lakers. Est-ce que vous pensez qu'on va lui dire au revoir à l'intersaison, Thomas? Peut-être. Oui, peut-être. Rudy Gobert, Livio Jean-Charles, Mouhamadou Djaïté, candidat à la draft. Sur les 3, combien au premier tour, Erwan? Mahamadou Jaïté, je pense qu'il y a une vraie chance, même si cette année il joue qu'un problème, il a quand même fait un sacré chantier. Aussi. Et Rudy Gobert sur les mensurations aussi. Il a un peu baissé ça fait 2. Mais je crois que celui qui a le plus de potentiel des 3, non, c'est Mahamadou Jaïté. Oui, potentiel, bien sûr. Et puis on termine par un quiz. Quel joueur a payé le plus gros montant en amende à la NBA ces 10 dernières années? C'est pour tous les deux. Rachid Wallace. Thomas. Meta World Peace. Aucune chance. Vladimir Radmanovic. 500 000 $ d'amende en une seule amende parce qu'il avait fait du snowboard et que c'était pas autorisé par son contrat et qu'il s'était pété une épaule. C'était les Lakers qui lui ont mis l'amende. Voilà. Et deuxième, Damon Stoudemire qui avait essayé d'emmener de l'herbe dans l'avion des Trailblazers à l'époque. 250 000 $ d'amende en une fois. Intelligent, Damon. Je crois que Rachid Wallace arrive 3ème, quelque chose comme ça. Voilà. C'est comme ça donc qu'on termine l'épisode numéro 11 du Hoopcast. Merci à vous de nous avoir suivis. On le rappelle, le Hoopcast c'est tous les mercredis en ligne sur Basket USA et sur iTunes. Erwan, 2 personnes à remercier avant de partir. Ed O'Bannon et Matt Harping. Ah oui, Matt Harping, ouais, il shootait bien, je crois, dans NBA Live ou un truc comme ça à l'époque. Sur Mega Drive, il mettait des tirs. Ouais, il y avait des trucs. En vrai, on a un peu moins mis. Voilà qui est fait. Merci Erwan Abotret, merci Thomas Dufont. On rappelle qu'on vous retrouve sur areyoukiddingme.com. De la promo à faire? Pas spécialement en ce moment. Bon, ce sera pour la prochaine fois. Moi, c'était Alain Mattei. Vous me retrouverez sur Basket USA et touchdownactu.com pour la NFL. On se retrouve tous dans une semaine. Très bonne semaine à vous. Bon match à tous. N'oubliez pas donc qu'il y a des belles affiches de playoffs. Le Golden State Denver match 6, c'est bientôt. Très bon match à tous. Ciao, ciao.